Merci d'écouter Détour vers le futur, le podcast Sciences et Société du Quai des Savoirs. Chaque mois, nous donnons la parole à des scientifiques pour éclairer notre quotidien. Aujourd'hui, le plastique. Les années 50 ont vu l'arrivée et la démocratisation d'un matériau incontournable aujourd'hui, le plastique. Fabrication simple, possibilités presque infinies, on lui a vite associé des mots comme révolution, libération, signe d'un véritable tournant dans notre quotidien. Quelques décennies plus tard, le tableau est beaucoup moins rose car si on le retrouve effectivement partout, on le retrouve trop, avec désormais de véritables continents de déchets, des impacts sur l'environnement mais aussi sur la santé humaine. Au-delà du plastique bien visible des bouteilles, où se cache-t-il dans les produits et dans l'environnement ? Comment évolue-t-il et pourrons-nous un jour nous en débarrasser ? Pour en discuter, nous avons invité deux scientifiques qui mènent des recherches sur les plastiques. Muriel Mercier-Bonin, d'abord, vous êtes spécialisée en toxicologie alimentaire, directrice de recherche à INRAE. Vous vous intéressez à l'impact des micro- et nanoplastiques sur la santé humaine et participez activement à la mobilisation des décideurs sur les enjeux de cette pollution. Vous nous direz d'ailleurs pourquoi c'est aussi difficile de sortir du plastique. Bonjour Muriel Mercier-Bonin. Bonjour. Notre seconde invitée est Fabienne Lagarde, enseignante-chercheuse en chimie de l'environnement à l'Université du Mans. Après un doctorat sur le traitement des eaux usées urbaines, vous vous êtes focalisée sur la pollution des milieux aquatiques et sur le devenir des plastiques dans l'environnement. Et vous allez aujourd'hui nous expliquer ce que deviennent tous ces plastiques à long terme. Bonjour Fabienne Lagarde. Bonjour. D'abord, un chiffre pour commencer, 500 millions. En 2025, les estimations de production de plastique à l'échelle mondiale atteignent 500 millions de tonnes. Et ce chiffre est en croissance continue depuis plusieurs années. Mais Fabienne Lagarde, de quoi parle-t-on quand on parle de plastique ? Alors, quand on parle de plastique, en fait, il faut dire les plastiques, parce que ce sont des matériaux dont on a aujourd'hui une très très grande variété sur le marché. On estime qu'il y a plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de plastiques différents qui sont constitués de longues chaînes que l'on appelle des polymères. C'est essentiellement du carbone et de l'hydrogène, et dans lesquels on ajoute des additifs, des plus petites molécules, elles, qui vont aider ces plastiques dans leur fonction du quotidien. Alors, on peut ajouter des colorants, des plastifiants, des molécules qui vont les rendre plus résistantes dans le temps, anti-feu par exemple. Donc, une très grande variété de matériaux. Donc ça peut être des matériaux, des gros morceaux comme nous on peut voir dans notre quotidien, mais il y a aussi des choses beaucoup plus petites. Alors exactement, dans notre quotidien, il y a énormément de plastique partout autour de nous. Nos lunettes sont aujourd'hui en plastique. Beaucoup de nos vêtements, dont on dit qu'ils sont synthétiques, sont en réalité des plastiques, certains types de plastiques. Et puis, il y a aussi des tout petits plastiques qui peuvent être ajoutés, par exemple, dans certaines crèmes. Alors, ça a été interdit récemment, mais jusqu'à il y a encore peu de temps. On mettait, par exemple, ce qu'on appelait les exfoliants. C'était des toutes petites micro-billes de plastique que l'on pouvait mettre dans les cosmétiques, par exemple. Donc, on en retrouve dans nos cosmétiques, on en retrouve dans nos textiles, on en retrouve dans nos aliments aussi ? Alors, ces plastiques, comme on les retrouve effectivement partout, nous vivons dans un monde vraiment de plus en plus plastifié. Et bien, quand il se dégrade, il émet des particules, mais je pense qu'on en reparlera un petit peu plus tard. Oui. Et ces petites particules, on les retrouve partout, y compris dans notre alimentation, effectivement. Oui, Muriel Mercier-Bonin, c'est ce sur quoi vous travaillez justement en toxicologie alimentaire ? Oui, alors en fait, je voudrais juste rebondir aussi sur ce que vient de dire Fabienne, sur ces substances chimiques là qui vont aider à façonner les plastiques. Donc on sait à l'heure d'aujourd'hui qu'il y a 16 000 substances chimiques, et quand on s'intéresse à leur dangerosité, on sait que 25% d'entre elles sont dangereuses, et pour les 2/3 ces autres substances, on n'a aucune donnée sur leur dangerosité. Donc celles qu'on connaît, on sait qu'elles sont toxiques, mais les autres, on ne les connaît pas. On ne les connaît pas. Donc ça montre en fait l'état du manque de connaissances par rapport à la dangerosité de ces substances chimiques. Et pourtant, on les utilise, ces matières. Et pourtant, on les utilise. Et au niveau de la réglementation, il n'y en a que 6% de ces substances chimiques qui sont réglementées par des accords internationaux. Donc ça montre aussi tous les enjeux autour des substances chimiques. Nous, on s'intéresse justement à la toxicité de ces petites particules de plastique, les micros et leurs plus petits homologues, en fait, les nanoplastiques. Et on va regarder quelles vont être, en fait, une fois qu'on est exposé par voie orale ou par inhalation, quelles vont être les conséquences sur notre santé de l'exposition à ces petites particules de plastique. On en retrouve même jusque dans notre sang, en fait. Alors, donc par rapport à ça, c'est vrai que les premiers travaux
pour montrer en fait la contamination du corps humain par les microplastiques. On en sait moins sur les nanoplastiques, sont plus petits, donc sont plus difficiles à quantifier, à détecter. Ça a été les selles humaines, et donc ça c'était en 2019, et depuis un certain nombre d'années, depuis maintenant 6 années, on a un nombre croissant d'études qui s'intéressent à détecter ces microplastiques dans les organes et les fluides corporels humains. Alors, une petite question pour regarder un petit peu dans le passé. Je le disais en introduction, on a vu arriver ça dans les années 50-60. Ça s'est démocratisé, utilisé partout. Pourquoi est-ce qu'on a utilisé ces plastiques partout ? Est-ce qu'il y a une raison ? Enfin, pour en avoir 16 000, ça doit être quand même pratique. Mais parce que en fait, il y a plusieurs avantages au départ qui ont façonné cette ère du plastique, parce qu'ils sont légers, ils sont peu coûteux. On peut imaginer des formulations à l'infini, on peut les rendre plus souples, plus rigides, plus bleus, plus verts, plus rouges. Donc c'est un petit peu cette magie qui a opéré, ce miracle qui a opéré, qui aujourd'hui devient une menace. Mais peut-être que Fabienne, tu peux repréciser aussi peut-être d'autres enjeux par rapport à ce matériau qualifié longtemps de miracle. C'est des ressources qui sont relativement abondantes, puisqu'ils sont pétrosourcés. Oui. Ils viennent des fossiles, donc finalement des ressources quasiment illimitées et à un coût très bas. Effectivement, c'est très facile de produire du plastique. On les produit à la tonne avec des prix. C'est un matériau dont le prix est imbattable, effectivement, pour une résistance, à l'inverse, qui est exceptionnelle. Et en fait, du coup, on a ce matériau, le plastique, et après, il y a tous les petits additifs qui sont aussi, du coup, finalement, la même chose, mais en beaucoup plus petit. Exactement. Là, c'est à l'échelle de la molécule. Alors qu'il y a le polymère, comme l'a expliqué Fabienne, qui est le squelette de votre plastique. Alors aujourd'hui, les avantages du plastique tendent à s'effondrer quand même face à la pollution que sa consommation engendre. Fabienne Lagarde, est-ce que vous pouvez nous donner une idée de l'ordre de grandeur de la quantité de déchets plastiques produits chaque année dans le monde ? Alors c'est très difficile d'avoir des chiffres précis. On est à peu près là autour aujourd'hui de 500 millions de tonnes de plastique qui sont produits. 40% environ sont destinés à l'emballage, c'est-à-dire des utilisations quand même de courte durée en réalité. Et c'est vraiment ça qui est très particulier dans ce plastique, c'est qu'il est très durable. Et bizarrement, à l'inverse, on l'utilise pour de très courtes durées d'utilisation. Oui. Donc on génère beaucoup de déchets. Beaucoup finissent en déchets dès la première année. Et ça signifie plusieurs millions de tonnes de plastique qui sont parfois souvent mal gérés, et qui entrent directement dans l'environnement. Alors, quand on dit qu'ils rentrent dans l'environnement, c'est soit de façon directe, soit qui sont mis en décharge. Et en décharge, aujourd'hui, c'est plus de 30% des plastiques dans le monde qui sont laissés en décharge plus ou moins bien gérés. Et le problème, c'est qu'on retrouve tous ces plastiques dans l'environnement et même en plein milieu de la mer, au beau milieu des océans, et c'est ce qu'on appelle le 7e continent, tant ces quantités de déchets sont énormes et pharaoniques. En voici une description à travers un extrait d'un reportage diffusé dans un JT de France Télévisions. C'était en juin 2013 et le journaliste Nicolas Châteauneuf commente et interviewe Patrick Dexon, explorateur et chef d'une expédition scientifique dans l'océan Pacifique. Sur place, lorsque les filets sont remontés, il faut se rendre à l'évidence, la soupe de plastique est partout. Il y a même du caoutchouc là. Une pollution microscopique mais massive. À certains endroits, il y a 5 fois plus de plastique que de plancton. De retour à Paris, l'équipage témoigne de l'ampleur du phénomène. C'est pas spectaculaire comme la fonte des glaciers ou le réchauffement climatique, mais par contre, on voit l'impact du plastique au milieu de nulle part. On est quand même à 2000 km des côtes de Californie ou d'Hawaï, on est au milieu de nulle part, et là, l'homme a réussi quand même à polluer son environnement. Alors pourquoi on en retrouve autant, y compris dans les océans, Fabienne Lagarde ? Ce plastique, il n'arrive pas à se dégrader ? Alors déjà, l'océan, c'est souvent le réceptacle final en réalité, mais ces plastiques, on en trouve partout. Ils arrivent d'abord sur les sols, et puis ils finissent au point le plus bas, entraînés par l'eau, le ruissellement, ou des fois jetés directement dans l'océan, et ils arrivent dans l'océan. Et la caractéristique du plastique, c'est sa durabilité exceptionnelle, c'est-à-dire que c'est un matériau qui se dégrade très lentement. Donc, effectivement, il est ce que l'on appelle persistant et s'accumule de fait dans l'environnement. Ça ne veut pas dire qu'il ne se transforme pas. Il est quand même dégradé, il se transforme. Mais les produits qu'il va générer de dégradation sont, eux, extrêmement persistants et vont rester des dizaines, voire des centaines d'années. Mais quand vous dites se dégrade lentement, pour donner un ordre d'idée, un sac plastique, par exemple, dans lequel on fait nos courses, ça prend combien de temps pour se dégrader ? Si on le laissait comme ça, plusieurs centaines d'années ?
Alors, ça va dépendre en réalité de l'environnement dans lequel il est abandonné. Le premier ennemi, l'ennemi principal des plastiques, c'est la lumière, les UV du soleil. Et donc, s'il est à la lumière, il va se fragmenter finalement assez rapidement. Ça peut intervenir en semaines ou en années. Mais ça génère alors des micros et des nanoplastiques dont a parlé Muriel, mais également d'autres molécules qui peuvent être soit volatiles et qui vont partir donc directement dans l'atmosphère, ou une partie qui va repartir et se solubiliser. Et c'est les microplastiques, nanoplastiques, on ne connaît pas très bien encore leur persistance. Eux aussi se dégradent probablement à leur tour, mais il reste toujours quand même des fragments plus petits qui, eux, se dispersent et vont souvent même s'éloigner, vont partir très loin de la source principale. Alors du coup, cette pollution invisible, elle va se propager dans les océans, mais pas que. Et du coup, elle va se retrouver jusque dans notre sang, parfois. Comment est-ce qu'on peut expliquer l'étendue de cette contamination ? Parce que jusqu'à l'océan, à la limite, on voit le point le plus bas. Après, ça revient jusqu'à nous quand même. Alors par rapport à cette contamination des océans, Fabienne l'a introduit, c'est aussi la contamination des autres écosystèmes, des autres compartiments de la biosphère, parce que la pollution plastique via ces microplastiques, voire ces nanoplastiques, n'a pas de frontières. Ça voyage dans l'air atmosphérique. Là, dans la pièce où on réalise ce podcast, nous respirons des microplastiques, voire des nanoplastiques. Donc voilà, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que la pollution plastique n'a pas de frontières. Elle voyage, elle va impacter tous les écosystèmes. Donc nous, dans le cadre d'une expertise scientifique collective menée conjointement par INRAE et le CNRS sur l'usage des plastiques en agriculture et pour l'alimentation, on a montré que les sols, notamment les sols agricoles, sont contaminés par les microplastiques à des niveaux de contamination qui seraient supérieurs à ceux des océans. Et donc, on peut aisément comprendre qu'un sol contaminé, c'est un sol en moins bonne santé. Et donc, après, il peut y avoir des conséquences, nous, en tant qu'êtres humains, par rapport à la qualité de la nourriture, les plantes, les animaux aussi qui vivent dans le sol. Et donc, avec ce transfert, tout au long de la chaîne alimentaire, nous, en tant qu'êtres humains, on va, in fine, être exposés à une alimentation contaminée par les micros et les nanoplastiques. Alors, pour avoir un ordre d'idée, on ingère, parce qu'on entend souvent parler de cette histoire de on avale une carte de crédit, on ingère finalement vraiment des... Non, pas d'un coup. Pas d'un coup. En termes d'ordre de grandeur, est-ce que cette carte de crédit, c'est quelque chose d'un ordre de grandeur raisonnable? Oui, quelques grammes, c'est-à-dire une dizaine de grammes. Alors, c'était donc une carte de crédit, 5 grammes, et c'était en une semaine. Donc ça, c'était en 2019. Voilà, c'était en 2019. Il y a eu un écho médiatique très fort par rapport à cette étude. Voilà, par rapport à cette étude. Dans une société de consommation. Dans une société de consommation. Enfin voilà, l'image était assez réussie, assez forte et a beaucoup marqué les esprits. Sachant que la publication scientifique qui est sortie 2 ans plus tard, elle était plutôt dans une fourchette entre 0,1 et 5 grammes en fonction des scénarios d'exposition. Et depuis 2021, il y a beaucoup un certain nombre de travaux qui essaient d'avoir des données d'exposition aux microplastiques. Donc on est tombé à des valeurs plus de l'ordre du microgramme par semaine, des centaines de microgrammes. Et là, l'étude la plus récente que j'ai en tête, en 2024, revient sur des niveaux d'exposition liés à la contamination de notre alimentation de l'ordre de 500 mg par jour pour certaines population dans certains pays, parce qu'ils ont comparé par rapport à notre régime alimentaire, nos modes de vie, différents pays, soit des pays industrialisés, soit des pays en voie de développement, et les pays d'Asie du Sud-Est étaient les plus touchés par la contamination parce que gros consommateurs des produits de la mer. Alors, on parle de micro, de nanoplastique même, le nanomètre, je rappelle, c'est 1 milliard de fois plus petit qu'un cheveu. Comment on fait pour mesurer ça ? Quels instruments de mesure vous avez en tant que scientifique pour travailler sur ces échelles-là ? Alors là, aujourd'hui, nous avons de la chance parce que nous avons une spécialiste en chimie analytique. Fabienne, nous comptons sur vous. Voilà, Fabienne, elle va vous révéler en fait tous les secrets autour de cette détection des micros, voire des nanoplastiques dans les matrices biologiques. Merci Muriel. Alors, sur les microplastiques, on commence à bien savoir le faire. Il y a plusieurs techniques. Il y a des techniques qu'on appelle fingerprints, c'est-à-dire chaque plastique a finalement comme une empreinte. Et on va savoir mesurer, on sait mesurer cette empreinte avec certains outils et qui nous permettent de reconnaître la nature du plastique. Comme une signature un peu.
C'est comme une signature, exactement. Et donc, il y a différentes techniques. On n'utilise pas tous les mêmes, mais il y a plusieurs familles de techniques qui permettent de le faire. Sur les nanoplastiques, là, on est vraiment dans des échelles qui sont bien plus difficiles à analyser. Donc là, il y a des techniques aussi de pointe qui permettent de les analyser. Mais le problème, je vous le disais au début, les plastiques, c'est de la chimie organique, c'est-à-dire c'est du carbone et de l'hydrogène. Les matrices biologiques que l'on regarde, et notamment quand on regarde le corps humain par exemple, ou de la nourriture, eh bien c'est aussi de la matière organique. Et de l'hydrogène. Et donc, trouver des millièmes de millimètres de matière organique dans de la matière organique, c'est assez compliqué, ça reste complexe. Et c'est pour ça que certaines études, de temps en temps, méritent d'être faites, refaites, vérifiées, parce que effectivement, on cherche quand même. C'est même pas une aiguille dans une botte de foin, c'est même plus petit qu'une aiguille. Donc ça reste sur les nanoplastiques beaucoup plus difficile. Mais on commence à y arriver. Oui, il y a des gros travaux en fait d'essayer d'harmoniser, de standardiser les méthodes analytiques, de croiser les regards, de décloisonner les disciplines entre les biologistes et puis les chimistes, les physico-chimistes et puis les chimistes analyticiens pour justement essayer de lever les verrous tels que les a soulevés Fabienne sur cette contamination aussi croisée. Dans les labos, on est dans un environnement plastique. Et oui. Et puis aussi, on a cette interférence de la matière biologique. Donc toute cette complexité du fait qu'on doit détecter un plastique dans une matrice qui ressemble d'un point de vue chimique à un plastique, ça peut être aussi très compliqué. Donc toutes les énergies, elles sont, en tout cas en France et au niveau international, elles se fédèrent pour essayer de répondre à ces enjeux forts. Et du coup, vous êtes capable d'identifier, parce que vous parliez de signature, parce qu'on parlait aussi de 16 000 différents types de substances, vous êtes capable d'identifier, alors pas toutes, bien sûr, on l'a compris, mais quand même, le fait qu'il y ait présence ou pas présence, qu'il y ait une quantification de plus ou moins, et aussi à l'intérieur, certaines molécules spécifiques. Alors, sur le polymère, on a la signature spécifique d'un polystyrène, d'un polyéthylène, d'un PVC. Et après, par rapport aux substances chimiques, alors il y a des substances chimiques qu'on sait qu'on va ajouter de manière intentionnelle dans le plastique, mais il y a des substances chimiques qui vont s'accumuler du fait du devenir du plastique dans son usage et dans les différentes phases de sa vie. Et donc, on va appeler ça les NIAS. Donc, c'est les substances qui sont ajoutées de manière non intentionnelle et souvent qui sont de composition inconnue. Et là, le challenge analytique, il est encore plus délicat à relever. Fabienne, vous vouliez compléter sur ce sujet ? Je voulais juste dire que paradoxalement, c'est plus facile parfois en chimie analytique de savoir doser des toutes petites molécules. Nos techniques, elles sont mieux calibrées pour ça que des particules. La notion de particules, et notamment si on revient sur les nanoplastiques, nous pose vraiment un challenge. Sur les petites molécules, on peut le faire, tout dépend des concentrations. Quand on arrive à des niveaux de traces, à des niveaux très bas, effectivement, on a du mal. Ce que l'on sait faire et que l'on sait de mieux en mieux voir, je dirais, alors je ne sais pas si c'est heureusement ou malheureusement, c'est l'accumulation de certaines molécules dans l'eau, par exemple. L'eau est une matrice qui est plus facile à analyser et on commence à voir, si on pense par exemple aux PFAS, qui sont aussi des composés utilisés dans les plastiques. Alors eux, on commence à bien savoir mesurer leur accumulation dans les eaux, par exemple, naturelles. Oui, on est en train de se rendre compte que finalement, on est entouré de PFAS, dans tous les cours d'eau, y compris l'eau potable, en France. Exactement. Et dans quasiment tous les pays, j'imagine, de la planète, on boit finalement des PFAS. Oui, malheureusement, on est en train de voir, comme ce sont des molécules qui, même si elles sont utilisées en faible quantité, le fait qu'elles ne se dégradent absolument pas, qu'elles soient très persistante. Alors là, pour le coup, on parle de polluants même quasiment éternels. Eh bien, elles s'accumulent. Et donc là, au bout de plusieurs dizaines d'années d'utilisation, là, on commence à les retrouver effectivement partout et c'est dramatique. Parce qu'il y a à peu près 10 000 PFAS différents. Ah oui. Voilà. Donc ça mesure aussi toute la complexité autour de cette chimie des PFAS, sachant qu'on va avoir des substituts, des plus petites courtes, des chaînes plus courtes, des chaînes plus longues. Et donc, voilà, c'est un petit peu compliqué d'adresser cette complexité en elle-même des PFAS. Et ça, c'est pareil, c'est parce qu'on les produit, ces 10 000 molécules, ou c'est certaines qui évoluent en d'autres, comme l'évoquait Fabienne ? Alors, donc comme disait Fabienne, les PFAS, la chimie du carbone fluor, c'est en termes de chimie, c'est la chimie la plus robuste, la plus covalente.
Et donc, c'est très difficile de biotransformer, en fait, cette chimie carbone-fluor. Donc, c'est la raison pour laquelle ces composés sont persistants et bioaccumulables dans les écosystèmes. Alors on va quand même s'interroger sur comment mettre un frein à cette pollution invisible. Juste avant de vous donner la parole sur ces questions, je voudrais vous proposer une plongée dans le futur, plus ou moins lointain, où faire ses courses au supermarché se transforme rapidement en casse-tête. Ça s'appelle le coût environnemental. Comme chaque mois, je fais les courses au supermarché avec maman. On n'aime pas y aller. On préfère les paniers de produits locaux que distribue la coopérative municipale. C'est important cette fois, car c'est bientôt mon anniversaire et que j'ai invité des copains pour fêter ça. Les rayons sont presque vides. On croise 2 robots qui font le ménage. Et on s'arrête au rayon boissons. Maman me jette un regard inquiet. Et moi aussi, je ne me sens pas bien. Il y a des bouteilles en verre, mais il y a aussi des bouteilles en plastique. Depuis qu'on sait que le plastique est partout, dans les océans, dans la terre et dans nos corps, jusque dans nos cerveaux, on essaye de moins en utiliser. Mais c'est pas facile. Certains sodas sont dans des bouteilles en verre, mais c'est vraiment pas la majorité. Sur les étagères s'entassent aussi de grosses bonbonnes que le supermarché vient remplir à la maison avec un camion-citerne. Nous, on a ça pour l'eau, car on ne peut pas boire celle du robinet. 300 € l'abonnement mensuel pour le soda, me dit maman. Je me rends compte qu'elle transpire. Et c'est comme ça à chaque fois qu'on vient ici. Dans ce temple de la consommation qu'on disait autrefois. Il y a les coûts environnementaux qui font que tout est cher, mais il y a surtout l'angoisse de se retrouver parmi tous ces produits qui viennent de trop loin et qui sont souvent dans des emballages en plastique. Maman m'a raconté qu'avant on disait « Le plastique c'est fantastique ». Je ne comprends pas comment on a pu y croire. Texte, Licam. Voix, Corinne Marmiton. Sound design et réalisation, Christophe Ruetsch. Alors nous avons bien sûr une responsabilité individuelle en tant que consommateur et consommatrice, comme cette petite fiction de l'ICAM vient de nous le rappeler, mais en matière de pollution plastique, comme dans tous les autres sujets de pollution, il y a aussi une responsabilité des producteurs, des matériaux polluants. Il y a quelques mois, il y a eu une tentative internationale de réglementer la production des plastiques. C'était le sommet des Nations Unies pour un traité mondial sur la pollution plastique qui s'est déroulé à Genève l'an dernier et qui n'a, hélas, débouché sur aucun accord. Alors vous étiez l'une et l'autre impliquées en tant que scientifiques pour apporter des faits, pour apporter des arguments scientifiques aux négociateurs. Pourquoi est-ce que ça n'a pas marché ? Pourquoi est-ce que c'est si difficile de trouver un consensus sur ce sujet à l'échelle internationale ? Alors peut-être que je peux juste commencer, Fabienne, pour présenter la coalition des scientifiques. Et puis après, peut-être que tu parleras sur notre travail sur le terrain, sachant qu'il a commencé bien avant Genève. Il a commencé pour Fabienne dès 2023 à Nairobi. Et après, le groupe s'est étoffé et les forces se sont mobilisées. Donc la coalition des scientifiques pour un traité efficace contre les plastiques, on est 400 scientifiques de 60 nationalités différentes. Et on couvre tous les champs disciplinaires pour adresser le questionnement autour de la pollution plastique, parce que vous l'aurez compris, il faut des disciplines différentes. Ouais, c'est très interdisciplinaire. Interdisciplinaire, c'est vraiment le terme interdisciplinarité qui fait office ici, puisqu'on a les sciences expérimentales, mais également les sciences humaines et sociales, le droit à l'environnement, les aspects réglementaires. Et donc, nous, on est là pour accompagner les délégués, les États membres, dans la compréhension des enjeux du traité, dans toute la dimension de la pollution plastique. Et donc, sur place, notre travail, il est varié, il est multiple, il est très énergisant et énergivore. Donc, Fabienne, voilà, je te laisse, si tu veux un petit peu plus détailler ce qu'on fait au quotidien. Comment est-ce que ça marche ? Qu'est-ce que vous faites tous les jours pour essayer de pousser un peu les réflexions sur ce sujet ? On peut comparer ça un petit peu à une sorte de GIEC du plastique. On a une coalition de scientifiques sur le climat. Est-ce que c'est un petit peu l'équivalent, à toute proportion gardée ?
Oui, c'est un petit peu ça. Mais alors, à la différence que celle-ci, c'est constituée, finalement, c'est auto-constitué, puisqu'il n'y a pas encore, justement, de groupe officiel de scientifiques. Notre rôle, comme l'a dit Muriel, c'est d'être le plus énergique possible pour rappeler tout le temps, marteler les faits scientifiques sur le plastique, sur ses impacts sur l'environnement, sur la santé, et essayer de montrer que les solutions doivent être là et doivent être des vraies solutions. La meilleure des solutions, c'est évidemment la réduction, et c'est ça qui bloque. Évidemment, on est dans une période où la science est beaucoup remise en question, où le multilatéralisme est quand même en difficulté. On le voit bien, 10 ans après les accords de Paris, on voit bien que c'est beaucoup plus difficile de parler de questions environnementales avec l'ensemble des pays. Et là, les solutions qui seraient nécessaires face à l'ampleur du problème des plastiques, c'est évidemment de réduire drastiquement. Et c'est quelque chose qui reste difficile à entendre pour des pays dont le modèle repose notamment sur la vente du pétrole. Oui, c'est ça. Très clair. C'est ce que vous avez dit, c'est-à-dire que les plastiques, ça vient en fait, c'est un sous-produit du pétrole. Et donc les pays producteurs de pétrole n'ont pas intérêt finalement à avoir une décroissance de la consommation de plastique. Ils ne veulent pas changer ce modèle économique qui est le leur depuis des lustres, avec ce qui s'est passé après la Seconde Guerre mondiale, où c'était un débouché pour le pétrole. Et quand vous parlez de fausses solutions, est-ce que par exemple les plastiques biodégradables, est-ce que vous le rangez dans cette catégorie de fausses solutions ? Est-ce que le biodégradable, c'est une solution d'avenir ? Je vais laisser Muriel commencer parce que je crois qu'elle a beaucoup travaillé là-dessus dans l'ESCO. Alors, dans l'ESCO, on a effectivement pas mal... L'ESCO, c'est votre coalition de scientifiques. Non, alors l'ESCO, non. L'ESCO, c'est l'expertise scientifique collective. Voilà. Ça, c'est français. Ça, c'est français, mais pas que, parce qu'en fait, notre collectif, il était international. On avait une trentaine d'experts de nationalités différentes pour justement dresser un état de l'art le plus exhaustif possible sur l'usage des plastiques en agriculture et pour l'alimentation. D'accord. Et donc, on a adressé toute la dimension historique, comprendre pourquoi on est arrivé à ce système socio-technique, pourquoi est-ce qu'il est verrouillé à l'heure actuelle, quels sont les impacts et comment se sortir de ce système verrouillé, comment le déverrouiller et faisons attention aux fausses bonnes solutions. Donc on pourra peut-être parler après du recyclage, mais sur les plastiques biosourcés et biodégradables. Donc déjà, le terme de bioplastique qu'on utilise souvent dans certains médias ou communiqués pour donner un petit côté green autour du plastique. Non, en fait, un plastique biosourcé et ou biodégradable, il peut déjà, en termes de biodégradabilité, se dégrader sous des conditions très particulières. Un plastique dans l'environnement, même s'il est biodégradable, il peut ne pas se biodégrader. Donc il y a des conditions particulières de température, notamment en termes de compost industriel. Et il ne faut pas occulter, on en revient comme tout à l'heure, sur les additifs, sur les substances chimiques qu'on va ajouter. Et quand on parle de biodégradabilité, on s'intéresse à la fraction polymérique. Et quid des additifs qui vont aussi après pouvoir se libérer, s'être relargués dans l'environnement et contaminer notre environnement. Et puis qui sont les éléments nécessaires pour que ce soit de la bonne couleur ou du bon souci, de la bonne souplesse. Exactement, et qui ont aussi une toxicité une toxicité intrinsèque. Donc c'est la raison pour laquelle les résultats tirés de la littérature qu'a mis en lumière l'ESCO, c'est justement cette attention, cette vigilance par rapport à cette fausse bonne solution que peut représenter un plastique biosourcé et ou biodégradable. Fabienne, vous vouliez peut-être compléter avec votre regard plutôt côté chimie sur ces plastiques biosourcés ? En plus, il y a plusieurs termes, ce qui rend vraiment, ce qui prête à confusion. Il y a biosourcé, biodégradable, bioplastique. Tous ces termes qui sont mis sur le marché. Bioplastique, par exemple, n'a vraiment n'est pas du tout un terme réglementaire. Donc ça désigne à la fois des choses qui peuvent être biodégradables et ou biosourcées, sachant que généralement, un plastique n'est pas les deux. Et donc, le plastique biodégradable ne règle absolument pas le problème de pollution plastique parce que, comme l'a expliqué Muriel, les plastiques dits biodégradables sont très rarement réellement biodégradables à des échelles de temps qui sont les nôtres, dans un environnement réel, on va dire, et qui est parfois assez peu concentré en micro-organismes qui seraient nécessaires pour le biodégrader.
Et concernant le recyclage, alors est-ce que ça aussi, ça peut être une vraie bonne idée, vraie fausse bonne idée, ou est-ce qu'il y a quelque chose à espérer de ce côté-là ? Alors, donc toujours, si je me réfère à cet ESCO qui fait date dans la communauté, et puis aussi en apport en termes de connaissances pour un appui futur aux politiques publiques françaises et européennes, pourquoi pas. Donc nous, les conclusions sur le recyclage, elles sont assez claires. C'est-à-dire que le recyclage n'est pas la solution miracle. La solution qu'on doit mettre en priorité, et comme l'a dit Fabienne, c'est aussi au niveau du traité mondial sur les plastiques, la solution à mettre en exergue, c'est la réduction de la production et de la consommation de plastique. Le recyclage dans la hiérarchie des déchets, le recyclage peut faire partie de la solution, mais ce n'est pas la solution avec un grand L et un grand A. Je crois que c'est d'ailleurs la grande erreur, ça a été de faire croire qu'il n'y aurait pas de problème de pollution parce que le plastique est recyclable et il est recyclé. Alors d'abord, c'est faux, tous les plastiques ne sont pas recyclables et quand bien même sont-ils recyclables, ils ne sont jamais totalement recyclés. Oui, et puis ils ne sont pas recyclables à l'infini non plus, quoi. Et ils ne sont pas recyclables à l'infini. Et malheureusement, les chiffres sont ce qu'ils sont. Et en France, aujourd'hui, malgré la loi AGEC, malgré les milliards que l'on investit chaque année en collecte, en tri, en traitement, en recyclage, eh bien, on peine à atteindre entre 20 et 25% réellement de plastique recyclé. Mais donc, vous voyez, ça reste très modeste. Ouais. Et c'est une problématique de l'efficacité de la chaîne de recyclage, c'est-à-dire qu'il faudrait travailler plus sur ces filières de recyclage, où, je veux dire, c'est intrinsèque, c'est-à-dire que ce bioplastique ne peut pas être recyclé ad vitam. Ou même le plastique. Même le plastique, oui. Le plastique, c'est vraiment un ensemble c'est toute une somme de causes en réalité. D'abord, comme on disait au départ, c'est pas le plastique, mais les plastiques. Il y a une telle variété de plastiques que c'est très difficile à partir ensuite de plastique recyclé. On se retrouve avec des mélanges qui sont quand même assez difficiles à réutiliser. Donc ça passerait notamment par standardiser certains plastiques, probablement beaucoup plus. Il y a aussi la question du prix de la matière première. Le plastique vierge coûte très peu cher. Il y avait eu une petite augmentation pendant la crise énergétique, mais là son prix est extrêmement bas. Donc très difficile de produire des matières recyclées à un coût qui soit concurrentiel. Et puis, il y a la difficulté de la collecte, ensuite du tri. Donc, même en France, malgré les coûts qu'on y met, c'est 25%. Dans le monde, c'est moins de 10% des plastiques qui sont recyclés aujourd'hui. Et sachant qu'après, même par rapport à l'accumulation de polluants ou de substances chimiques, un plastique recyclé, il va aussi se charger de ces différentes molécules qui ont des effets potentiellement dangereux aussi pour notre santé. Et force est de constater que pour l'instant, on ne sait pas. Alors, ce sera peut-être le mot de la fin. Ce qu'on vous propose aussi, c'est que pour explorer encore plus ce sujet, on vous recommande très vivement l'excellent documentaire Homo Plasticus, qui est diffusé sur Arte TV, que vous pouvez retrouver donc sur cette plateforme. Et puis, pour parler de ce sujet avec des enfants aussi, on vous recommande ce livre illustré Pollution plastique d'André Poulain, qui est paru aux éditions de l'Issatis en avril dernier. Vous retrouverez toutes ces recommandations sur le site web du Quai des Savoirs. Détour vers le futur, c'est terminé pour aujourd'hui. Un grand merci à nos deux invités, Fabienne Lagarde et Muriel Mercier-Bonin. Merci à nos partenaires de l'INA pour la recherche documentaire. Et merci aussi à l'ICAM, Christophe Ruetsch et Corinne Mariotto pour leur création sonore. Détour vers le futur, un podcast du Quai des Savoirs présenté par Laurent Chiquano et Marina Léonard, préparé avec l'aide de Françoise Vissac et avec la complicité de Nadia Vuskovic de l'INRAE Toulouse. À la réalisation, Arnaud Maisonneuve, prise de son, Laurent Codoul. Le mois prochain, nous poursuivrons cette exploration sur notre monde des plastiques à travers le cas des perturbateurs endocriniens. En attendant, réécoutez ce podcast et tous les autres sur Apple Podcasts, Spotify ou Deezer et abonnez-vous pour ne manquer aucun détour vers le futur. Ciao.